Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Aujourd'hui, dans le podcast, j'accueille Nadège Sessana et je suis particulièrement touchée de l'accueillir ici parce que j'ai une petite histoire avec Nadège. Quand j'ai commencé à poser des questions sur le coaching, j'ai trouvé Nadège par hasard sur LinkedIn, qui était coach à la Life Coach School, et je l'ai contactée. Elle a gentiment accepté à l'époque de répondre à toutes mes questions et elle m'a convaincue de me faire certifier par la même école qu'elle. Et aujourd'hui, Nadège, c'est ma mentor, ma coach. On se voit pratiquement toutes les semaines et donc je suis particulièrement ravie de pouvoir vous la présenter et de pouvoir vous faire partager son expérience dans ce podcast. Et aujourd'hui, avec Nadège, on va parler d'un sujet qui s'appelle en anglais le buffering. En français, on pourrait traduire ça par des comportements d'évitement. Et on va vous expliquer pourquoi ces comportements-là, déjà comment on peut les identifier, comment ils se manifestent et pourquoi ils sont problématiques quand on a un objectif qu'on a envie d'atteindre. Et tous ces comportements-là nous bloquent dans le passage à l'action et nous détourne de l'atteinte de notre objectif. Donc Nadège, est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait pour présenter ce sujet-là? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le sujet dont on va parler aujourd'hui? Ouais. Tout d'abord, merci beaucoup Camille pour cette très jolie introduction. Je suis vraiment très touchée déjà d'être invitée dans ce podcast. Je suis très contente d'être là. Et puis, merci beaucoup pour tout ça. Et oui, absolument. Je pense que tu as tout dit. Tu as bien indiqué voilà ce dont on pouvait parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien nous donner une définition un petit peu plus précise de ce que c'est que le buffering? Oui, alors le buffering en anglais, ou alors effectivement tampon émotionnel ou comportement d'évitement, voire distraction, c'est ce qu'on peut dire en français. Eh bien, en fait, c'est toutes ces activités qui, en tant que telles, ne posent aucun problème, mais qui en fait nous détournent de l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc typiquement, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais répondre à mes emails, et on trouve hyper important et hyper urgent brusquement au moment où on est censé se mettre au travail, de faire le tri dans son frigo ou de téléphoner à une copine ou de regarder la dernière série Netflix. Et donc typiquement c'est ça, mais il y a aussi plein d'autres formes. On peut peut-être dire qu'il y a des formes plus ou moins traditionnelles. Mmh. Tout le monde admettrait qu'effectivement c'est du buffering, c'est une forme de distraction, de détournement. Bon, typiquement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui parlent de regarder les écrans. Ça peut Mmh. être, aller sur les réseaux sociaux avec son téléphone, ou ça peut être, regarder des séries. Mais ça peut être aussi fumer, boire un petit verre, mais aussi se ronger les ongles, Manger du chocolat? manger du chocolat, absolument. Voilà. Faire du shopping aussi, faire du shopping en tant que tel, c'est pas un problème. On a besoin de faire du shopping de temps en temps, mais quand brusquement ça s'impose à nous alors qu'on avait prévu toute autre chose pour développer notre activité, là on peut parler de buffering, tampon émotionnel, stratégie d'évitement, Mmh. etc. Donc là, on a parlé des formes qui sont les plus classiques, les Mmh. plus connues, qui sont un peu plus mainstream, c'est-à-dire qu'on en parle, on voit un petit peu ça Mmh. partout sur internet ou sur les réseaux sociaux, ces identifications-là. Mais il y a des formes de buffering qui sont moins faciles à identifier. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ces formes-là? Oui, alors ce qu'on peut dire, et c'est alors le côté un petit peu innocent de ces activités-là, c'est que en fait, elles ont une bonne réputation. Par exemple, travailler plus, on peut se dire: «Mais ça, c'est très, très bien», sauf que, voilà, si ça nous détourne de notre objectif, fixé à la base, c'est du buffering. Et puis aussi suivre des formations, par exemple, c'est-à-dire consommer des Mmh. podcasts, consommer des cours en ligne, lire je ne sais combien de bouquins. Voilà, c'est en fait des activités passives, c'est-à-dire qu'on ingurgite des informations, mais on ne régurgite c'est peut-être pas le meilleur mot, mais voilà, On ne crée pas, on on ne ne crée pas, c'est beaucoup plus joli, merci. On ne Je t'en crée prie. rien de notre côté en y ajoutant notre touche personnelle. Et parfois, il y a Mmh. effectivement des gens qui courent après les certifications, après les diplômes, après tout ça, peut-être pour se rassurer, mais qui concrètement n'en font pas grand-chose, ou du moins ne les utilisent pas comme ils auraient pu les utiliser, justement pour éviter de se mettre à l'action. Moi, je me reconnais Ah ouais. complètement dans ce que tu dis là. Moi, j'ai été longtemps dans ce Mmh. buffering. Moi, j'appelle ça maintenant du procrastinate Mmh. learning. C'est-à-dire que je procrastinais en consommant des podcasts, des cours, des livres, voilà, tout ce que je pouvais trouver pour me rassurer, en fait, et pour éviter toutes les émotions inconfortables qui étaient Mmh. liées à la création et donc au passage à l'action. Et donc, on en parlera un petit peu après, mais à tout ce qui se cache en fait derrière ce buffering, c'est-à-dire toutes les émotions inconfortables qu'on Mmh. essaye d'éviter. C'est ça, non mais quand tu parles de se réconforter, c'est vraiment ça. On attribue à ces activités-là, parce qu'elles nous sont familières, on attribue du réconfort. Et c'est ça en fait qui est un peu problématique.
Mais Oui, c'est c'est pas ça, en l'action fait. en tant que telle. En fait, c'est ça, c'est qu'on va chercher en fait dans ces comportements-là la dose Mmh. de dopamine, c'est-à-dire C'est ça. le neurotransmetteur qui fait du bien, voilà, qui nous fait nous sentir Mmh mh. bien. On va chercher cette satisfaction dans ces activités Totalement. qui, sur le moment, sont soit agréables, soit moins désagréables que ce qu'on avait prévu de faire initialement. Absolument. Oui, oui, parce que notre discours intérieur par rapport à ces activités-là, au moment où on décide brusquement de les faire, ça va être un discours très, très agréable. Mm. Ça va être: «Ah non, non, mais comme ça va si je m'occupe de la caisse du chat tout de suite maintenant, bah, voilà, ma maison sentira meilleure». Enfin bon, ce sera c'est hyper C'est important. ça. Ouais, ouais. Puis moi, j'identifie aussi là ce que tu disais, le détournement par le Mmh. ménage. Mmh Alors, mh. j'appelle ça le procrasticlining. J'aime bien donner des mots aux choses. Mais tout ça, c'est par là, en fait, c'est plutôt que de faire la tâche que j'avais prévu de faire et Ouais. que j'ai identifiée comme étant importante par rapport à l'atteinte de mon objectif, bah, Mmh. tout d'un coup, je vais trouver que c'est très, très important d'aller ranger les Legos ou d'aller faire une lessive ou d'aller étendre ma Ouais. lessive. Et surtout, j'ai identifié, moi, ça chez beaucoup de clientes. Les clientes, c'est pas pour rien que je le féminise. C'est parce Mmh que, mh. justement, les femmes, elles investissent plus facilement la sphère familiale, Mmh. domestique, et elles y trouvent Mmh. plus de satisfaction que parfois dans la sphère professionnelle. Voilà, c'est des comportements genrés en fait. Les C'est femmes, ça. en termes de procrastination, ont plus tendance à procrastiner Mmh vers des mh. actions domestiques que les hommes. Oui et puis peut-être que c'est dû justement aux attentes de la société, que si effectivement tu étends ton linge, C'est bah, ça. c'est quelque chose qui va être vu positivement par la société, donc et puis c'est peut-être aussi une habitude, donc fatalement, c'est plus facile d'avoir des émotions positives par rapport à ça que peut-être d'envoyer un email, pour relancer un client ou quoi que ce soit. Exactement. C'est une activité qui en elle-même n'est pas agréable, mais elle est moins C'est ça, désagréable que d'envoyer un email ou d'enregistrer un podcast ou exactement. de faire un post pour les Oui, oui, réseaux sociaux. c'est ça. C'est-à-dire que brusquement, elle va se retrouver sur la place numéro 1 du podium, ce qui serait peut-être pas le cas si on n'avait pas une tâche à côté C'est à ça. faire qu'on n'aurait pas besoin de faire ou indiquée dans son agenda. Dans les formes, un peu moins faciles à identifier, on a parlé de l'apprentissage, en fait, dans tout ce qui est la consommation et une forme de passivité. On a parlé de toutes les tâches domestiques. Moi, j'ai identifié aussi parfois le sport. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pas une activité nocive, mais quand c'est une activité de détournement, là aussi, on peut se poser la question, bah, si j'avais prévu de faire ça et finalement je décide d'aller, courir ou faire du yoga ou faire, voilà, une activité physique, ça peut aussi être une activité de détournement, de buffering. Et une autre que j'ai identifiée chez moi et chez beaucoup de mes clientes qui sont entrepreneurs, c'est le buffering avec des idées. Mmh. C'est-à-dire de passer beaucoup de temps dans cette phase d'idéation, de Ouais, brainstorming, de réflexion, de stratégie, etc. Et au final, à la fin de la journée, bah, j'ai rien créé de concret. ouais, J'ai eu ouais. 1000 idées Mmh. et j'en ai testé aucune. Ouais. Oui, puis faire des remue-ménages, on sait très bien que c'est extrêmement productif, mais ne faire que du remue-ménage sans qu'il y ait quoi que ce soit à la fin, c'est là que ça devient problématique. Et effectivement, on tourne en rond. C'est un petit peu comme si on prenait un rond-point, puis, on tourne, on n'en sort jamais. On décide pas d'aller vers une destination en particulier et ça nous dessert. Oui, absolument. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, quand, on a décidé de créer une offre pour notre entreprise, Mmh. l'étape d'après, bah, une fois que l'offre est créée, l'étape d'après, c'est de la vendre. Sauf que ça, c'est Oui. inconfortable. Donc souvent, on va faire du buffering en créant une nouvelle offre. Je sais pas si ça, c'est quelque chose que tu as identifié, mais moi, je l'ai identifié, je l'ai vu ça Mmh. chez beaucoup de mes clientes. C'est-à-dire, je Mmh. crée quelque chose, sauf qu'au moment où il faut, bah, exposer cette création et la Mmh. vendre et en parler, bah, en fait, je me trouve tout un tas d'autres activités qui sont, finalement beaucoup moins inconfortables. Je vais refaire mon site internet, je vais changer le nom de ma Ouais. marque, je vais, refaire mon branding, je vais Mmh mh. créer une nouvelle offre, enfin, tout un tas d'idées qui m'empêchent d'aller au bout du test de la première Absolument. idée. Mmh. Oui, absolument et ce type d'amélioration comme ça, constante, en fait, ça rejoint le perfectionnisme. C'est-à-dire que, bah, plutôt que de lancer quelque chose qui serait peut-être imparfait, mais qui au moins rencontrerait une cible et cetera, un marché, on continue d'améliorer sans cesse, sans fin, sans effectivement le tester par rapport à un marché potentiel et on reste dans c'est une forme d'idéation aussi, puisqu'on reste dans quelque chose qu'on garde à soi, avec C'est soi-même ça. et qu'on n'offre à jamais à personne. Du coup, on n'offre pas sa création au monde, Oui, c'est ça, on là-dedans. reste dans le plaisir de la création, C'est ça. entre soi et sa création, mais Voilà. on n'expose pas cette création aux yeux Ouais, du ouais. monde à cause Mmh mh. bah, de la peur que ça engendre, en fait. Exactement, exactement. Oui, parce que c'est ça finalement les sources, les causes de ce buffering, de ce voilà, ces distractions, de cet évitement, émotionnel. C'est toutes les émotions qu'on ne veut pas ressentir et là, oui, comme tu le disais, Et c'est écoute, ça, c'est une belle transition avec la question d'après. Si c'est je voulais ça. te demander, est-ce que tu pouvais nous en dire un peu plus justement sur les origines de ce beuverie? Qu'est-ce qui se cache derrière, en Mmh. fait? Pourquoi on a ce type de comportement? Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et bah, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, on trouve du réconfort ou du moins voilà, on a une éprouve des émotions confortables quand on est en train de faire quelque chose, qui nous est familier, qu'on a l'habitude de faire, qui nous procure du plaisir. Et en fait, ça nous indique bien que ce qu'on avait prévu de faire à la place, au contraire, ça nous procure un certain inconfort. Alors cet inconfort, il peut avoir des couleurs différentes. Ça peut être la peur. Alors par exemple, on parlait de proposer, d'offrir quelque chose, d'offrir, de nous faire un lancement dans son entreprise, dans son activité, eh ben, ça peut être la peur d'être rejeté. Ou alors, si on va rencontrer quelqu'un, un potentiel client, et ben, ça peut être la nervosité, par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou alors, voilà, quand on sait qu'on a un projet, mais que, pour réaliser ce projet, il va falloir réaliser tout un tas de tâches, on peut se sentir totalement dépassé. Et c'est parce qu'on veut éviter le débordement, la peur, la nervosité, toutes ces émotions inconfortables, voire la honte, si on a fait quelque chose, si on a dit quelque chose au sujet duquel on se dit après coup, «Ah non, c'était vraiment pas bon, je ne suis vraiment pas bonne» et cetera. Et ben, c'est toutes ces émotions-là qu'on cherche à éviter en se plongeant dans une activité, totalement externe, à ce qu'on avait prévu. Ouais, ouais. C'est tout ce qu'on veut, toutes les émotions qu'on veut éviter. C'est Et ça. au final, c'est l'image du cerveau primitif, celui qui veut nous maintenir en sécurité. Quand on est dans ce type de comportement d'évitement, en fait, c'est lui qui prend le lead. C'est le cerveau qui veut nous maintenir dans notre zone de confort, dans notre petite caverne Mmh. bien confortable, bien sécurisante. Et qui veut pas nous emmener vers des émotions inconfortables et le risque, tout ce qu'il perçoit comme un danger, en fait. Parce que la peur, le rejet, la honte, c'est des messages de danger pour le cerveau. À l'époque, le rejet, Totalement. c'était Ouais, ouais. effectivement potentiellement être rejeté par le groupe. Oui, à l'époque À des l'époque des cavernes, cavernes, c'est ouais, ça, c'était être c rejeté par le groupe, c'est c'était ça. potentiellement mourir, en fait. Oui, absolument. C'était une question de survie. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais n'empêche que notre cerveau il identifie toujours là, les prises de risques comme attention, danger potentiel, mort imminente, Mhm. voilà, et ce qui s'ensuit. Et donc, c'est logique que notre cerveau nous propose des petites pensées bien agréables, bien innocentes par rapport à, bah voilà, à trier le linge ou je ne sais quoi. Et c'est, ah non, mais ça va être bien agréable, tu vas te sentir tellement mieux une fois que tu l'auras fait, tu vas voir, Mhm. c'est ça qui est traître parce que oui, notre cerveau a une bonne intention, il essaie de nous protéger de quelque chose qu'il identifie comme dangereux, mais le problème, c'est qu'au final, on n'avance pas, on ne bouge pas, on n'évolue pas et on ne va Mhm. certainement pas vers la destination qu'on s'était fixée. Au contraire, voilà, on fait comme un détour. Moi, j'aime bien prendre l'image du détour, c'est-à-dire que, voilà, on prend une bifurcation, mais alors le problème avec cette bifurcation, c'est qu'elle n'en Mhm. finit pas et qu'on peut rester dans la bifurcation. Tout à l'heure, tu parlais des petits chemins de traverse où on faisait des Mhm. pauses bucoliques, et cetera. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, on aurait pu prendre l'autoroute et aller bien, bien plus rapidement vers ce qu'on s'était fixé. Exactement. Tout à l'heure, pour vous raconter la petite histoire, tout à l'heure en brainstormant avec Nadège sur le sujet dont on veut vous parler aujourd'hui, on a cette image qui nous est venue de dire qu'en fait, voilà, on a un objectif à atteindre, c'est notre destination, ce vers quoi on veut aller. On a une voiture pour y aller et en fait, on a le choix. Qui on veut mettre derrière le volant? Est-ce qu'on a envie de mettre le conducteur qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à aller sur l'autoroute et qui est prêt à rouler à 130 km/h jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif? Ou est-ce qu'on a envie de mettre au volant celui qui a peur, celui qui a envie de faire des détours, celui qui a envie de faire des pauses, celui qui a envie d'aller scroller sur Mmh. Instagram toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est un peu voilà, cette idée-là, qui j'ai envie de mettre derrière le volant, qui j'ai envie de mettre Mmh. du côté du passager. Oui, oui, absolument. Pas vous, mais moi, la réponse, pour moi, elle est claire. Ouais. Et puis ce qui est embêtant, non seulement on n'atteint pas sa destination et surtout pas rapidement, mais en plus on entretient cette idée dans notre cerveau que, ben, ce chemin-là, ce chemin de traverse, ce détournement est quand même drôlement plus profitable, drôlement plus agréable parce qu'on se Mmh. donne jamais l'opportunité de voir ce qu'il y a réellement derrière ce qui nous faisait peur ou ce qui nous générait un sentiment de débordement et cetera. On se donne jamais l'opportunité de traverser ça et peut-être de se rendre compte que: «Oh bah non, finalement, je suis capable de le faire». Donc on en reste C'est ça. vraiment, on se maintient à un stade qui nous est pas bénéfique. Oui, puis en plus, en termes d'émotions, ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit ce à quoi on résiste C'est ça. persiste. Et c'est exactement ça, c'est qu'en Mmh. fait, si on a une émotion inconfortable qu'on évite, au final, l'émotion, elle est toujours là. C'est pas parce qu'on a utilisé un chemin détourné pour ne pas l'avoir en face Mmh qu'elle a mh. disparu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis, j'aime beaucoup illustrer le «ce à quoi on résiste persiste» avec l'image d'une balle. Alors une balle, un Mhm. ballon gonflable qu'on maintiendrait sous l'eau, ça nous demande un effort,
vraiment intense parce que ça demande beaucoup de force de maintenir un ballon sous l'eau. Et le problème, c'est que donc fatalement, ça n'a qu'un temps et que quand on n'a plus de force du tout parce que c'est épuisant, eh bien, le ballon rebondit Mmh. parfois dans notre tête et ça peut vraiment faire des dégâts. Donc, c'est vraiment une façon de faire qui est très différente de juste regarder un petit ballon se déplacer à la surface de l'eau, voilà, et de se rendre compte que, ben oui, 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 j'ai envie de faire autre chose et on en parlera pour, je pense tout à l'heure. J'ai juste envie de faire quelque chose, c'est comme ça, mais je suis pas obligée d'obéir à cette envie de, voilà, d'aller manger du chocolat, par exemple. Exactement, et pour rester sur des métaphores, maritimes avec c'est la balle dans l'eau, on avait aussi évoqué l'image de la vague. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai prévu d'envoyer des mails de prospection, Mmh mh. oui, je ressens une vague d'émotions, de peur, de débordement et cetera. Je vois cette espèce de vague qui m'arrive dessus. Le buffering, c'est en gros, je me retourne et je vais ramasser des coquillages et je fais comme si la vague, elle était plus là. Sauf que la vague, il y a un moment donné où on va quand même se la prendre sur la tête, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, pour, Ouais, ouais. réussir à vivre ces émotions avec sérénité, c'est plutôt que de les éviter, bah, la vague, on va plonger dedans et on va juste la traverser et puis Mmh. de l'autre côté, bah, on aura survécu, Mmh. on sera un peu mouillé, mais de toute façon, on aurait été mouillé. Mais voilà, on aura Mmh traversé mh. cette vague avec beaucoup plus de sérénité que si on se la prend de plein Mmh. fouet, dans la tête et qu'on est emporté par les remous, quoi. Oui, puis la différence, quand on se prépare à prendre la vague, c'est que du coup, on peut la gérer nous-mêmes, puis on va peut-être vous donner des petites pistes là-dessus, mais c'est effectivement plutôt que de faire l'autruche, autant savoir où on va, autant décider, autant être acteur ou actrice de sa propre vie C'est ça. et de ses émotions, de la façon dont on gère ses émotions, parce que c'est tellement plus profitable. Déjà, c'est possible, parce qu'on ne sait pas forcément et ensuite, oui, ça nous apporte beaucoup plus que de juste se laisser envahir et sans savoir quoi faire. Oui, c'est ça, de se laisser emporter par C'est les ça. vagues, c'est vraiment se dire: «OK, c'est moi qui décide à Ouais, ouais, quel ouais, moment je me sens prête à plonger dans absolument. la vague», en Mmh. fait. Et du coup, on transite vers la question que je voulais te poser, c'est: OK, on a identifié, les différents Mmh mh. types de comportements d'évitement, de buffering, ceux qui sont assez connus, le fait de trop manger, de boire, de faire du shopping, voilà, tous les comportements assez Mmh. classiques, les réseaux Voilà. sociaux, Netflix et cetera. Des comportements un peu moins faciles à identifier, donc on a parlé de la consommation Mmh. de contenu, on a parlé du fait de, voilà, de se détourner vers des activités domestiques, ménagères. Le fait de rester dans l'idéation, dans le brainstorming, dans la création et de ne pas passer, franchir l'étape Mmh d'après. mh. Une fois qu'on a commencé à créer, ben, il faut exposer nos créations. On a parlé de ce qui se cachait derrière, en fait, c'est de l'évitement des émotions qu'on identifie comme Mmh. inconfortables. Du coup, maintenant qu'on a identifié tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement laisser moins de c'est place au ça. buffering? Ouais, ouais. Bah, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on pouvait intervenir à différents moments. Tout d'abord, peut-être bien avant, ce qu'on a appelé le bien avant, c'est-à-dire en anticipant bien à l'avance et pour ça, c'est tout simplement en planifiant sa journée. Donc on en parlait tout à l'heure, en Mmh. fait, c'est sur son agenda, indiquer très clairement, voilà, à telle heure, je vais faire ça. Peut-être y mettre le plus de détails possible pour que vraiment on n'ait pas, on n'ait pas d'incertitude et de de voilà, de facilité à faire autre chose, à se dire: «Ah non, 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 mais en fait, je voulais dire ça». Non, non, être extrêmement clair sur la tâche qu'on se donne à faire et en fait, l'objectif, c'est déjà, ça va être clair et donc du coup, si c'est pas ambigu, voilà, on comprendra bien ce qu'on a à faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je planifie pas une tâche, je planifie un C'est ça. résultat. Par exemple, c'est pas, je vais planifier de Mmh. répondre aux mails. Non, c'est j'ai planifié d'écrire, 10 Mmh. mails en 1 heure. Exactement. Ouais, ouais, non, c'est très important, effectivement, parce que sinon, comme on le disait, on peut faire du buffering en C'est ça, restant sur on place. peut faire du buffering Ouais. parce que voilà, par exemple, si je marque dans mon agenda de 10 heures à Mmh. midi, je crée du contenu pour les Voilà, réseaux sociaux, ça veut rien c'est dire en ça. fait, parce que créer du contenu pour les réseaux sociaux, je peux rester dans du buffering avec Mmh, des mmh mh. idées. C'est-à-dire que je vais créer un tas de posts, mais je vais pas les C'est ça. publier. Alors qu'avoir 10 postes planifiés sur notre agenda, voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment pour pas être tenté par des oui, bufferings qui sont moins faciles à identifier, totalement. c'est de vraiment mettre le résultat qu'on va avoir Mmh, mmh créé mh. pendant le temps qu'on va se donner pour le créer. Ah ouais, ouais, c'est une très bonne idée et puis, en fait, c'est important, justement d'être très clair sur, son objectif, sur ce qu'on met dans son agenda parce que comme ça, évidemment, on va avancer vers son objectif à force de petits résultats qui s'enchaînent les uns les autres. Bah, évidemment, on va atteindre son plus gros résultat. Mais également, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça fait ressortir les envies irrépressibles. C'est-à-dire que si sur notre agenda, on n'avait pas du tout marqué qu'on allait regarder notre téléphone, en mettons à 3:30, et ben, il y a aucune raison qu'on regarde notre téléphone à 3:30, sauf si effectivement on est dans l'évitement et du coup, ça peut être un signal très fort: «Ah tiens, je suis en train de regarder mon téléphone, c'est que donc il se passe quelque chose pour moi, que j'essaie d'éviter, un inconfort». Donc ça peut être effectivement, très, très utile de bien planifier, à l'avance, le projet qu'on se donne de faire. C'est ça. Donc ça, c'était la 1re piste, c'est, l'anticipation, la planification. La deuxième
piste qu'on a envie de, Mmh. de vous partager, c'est justement de se pencher sur au moment de s'y mettre. Oui. J'ai planifié, j'ai prévu mardi à 10 heures d'envoyer 10 mails, au moment de m'y mettre. J'ai pas envie. C'est ça. Mais ça aussi, moi, j'aime bien le prévoir parce que finalement, puisqu'on a pris l'habitude de regarder son téléphone ou voilà, de ranger ses coussins ou quoi que ce soit, il faut aussi pouvoir s'attendre à ça, que ça vienne pas comme une surprise. Bien sûr que ça va revenir puisque c'est une habitude que notre cerveau s'attend à ça pour soi-disant se sentir mieux. Donc déjà s'y attendre et puis du coup, puisqu'on s'y attend, ben, on peut mettre en place certaines stratégies. Alors, j'ai bien aimé la stratégie que tu as évoquée avec moi aussi, qui impliquait un bloc-notes et du coup, on peut avoir le bloc-notes à portée de main. Enfin, on peut avoir les outils qui Mmh. vont nous être utiles à portée de main. Comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas de raison de ne pas les utiliser, de ne pas utiliser les stratégies qu'on va mettre en place. Donc cette stratégie du bloc-notes, je vais vous expliquer un petit peu à quoi Nadège fait référence. Mmh. En fait, j'ai partagé cette astuce-là à mes clientes, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a prévu quelque chose et qu'on ressent une envie irrépressible, une envie irrésistible de faire autre chose, d'avoir à côté de soi de quoi dessiner, de quoi prendre des notes. Et à chaque fois qu'on a cette espèce d'envie, par exemple, je suis en train d'écrire un mail et tout d'un coup, j'ai envie d'aller sur Instagram, bah, dans mon petit bloc-notes, soit j'écris envie d'aller sur Instagram, soit je fais une petite étoile ou un petit dessin ou un petit truc et je me reconcentre Mmh. sur l'activité que j'avais prévu de faire. Et je résiste à ces envies-là. Et un autre outil qui est intéressant, c'est d'avoir une feuille de Mmh. papier. Et à chaque fois qu'on a une de ces envies, on la note et on déchire le petit bout de papier. Et ce petit papier, on le met dans une boîte. Et c'est assez impressionnant de voir le nombre de petits papiers qu'il y a dans la boîte à la fin de la journée. Et surtout, ça nous permet de développer la compétence de résister à nos envies irrépressibles. Déjà, de se rendre compte que c'est possible. Mmh. C'est possible de pas aller sur son téléphone quand on en a envie. Et deux, en fait, on va venir muscler cette compétence. Plus on Mmh. le fait, plus ce Absolument. sera facile de le faire. Et Mmh. au début, Oui. on va y arriver une fois sur 10, puis une fois sur 5, puis à chaque fois, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce côté ludique et je pensais aussi, puisqu'on sait qu'on va avoir ces envies, on peut jouer un petit peu au loto, se dire, bah voilà, à un moment donné, normalement, me connaissant, je vais avoir envie de vérifier mes mails. Donc, on peut se faire un petit jeu de loto avec 6 cases, 12 cases, peu importe. Et puis, on peut mettre les activités avec lesquelles on a tendance à éviter nos émotions. Et puis ensuite, il suffit d'entourer, ah bah tiens, ah effectivement, j'avais prévu que j'allais vouloir regarder les réseaux sociaux, voir les dernières nouvelles. Hop, bah je l'entoure tout simplement. Et puis après, peut-être qu'on aura le bonheur de se dire, ah bah voilà, bingo, j'ai gagné, tout est coché sur ma C'est ça. liste. Ouais, oui, ça peut être sympa aussi. Mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de se prévoir, en fait, d'anticiper C'est ça. l'inconfort, Mmh de mh. savoir que oui, au moment de m'y mettre, je vais pas avoir envie de le Mmh. faire. Pendant que je serai en train de faire cette action qui est inconfortable, mon cerveau va me proposer tout un tas d'envies, de pensées, de détournements, Mmh. parce qu'il veut me ramener à nouveau vers la gratification immédiate plutôt que ce Mmh truc mh. qui est dans l'instant un peu pénible, mais qui a une gratification à long terme, en fait. Et du coup, bah voilà, d'anticiper cet inconfort et de pouvoir prévoir des astuces. Alors, ça peut être, tu évoquais aussi, Nadège, tout à l'heure, la respiration, juste de respirer un grand coup et de se dire, allez, je respire un grand coup, un, 2, 3, je m'y mets. Tu m'avais parlé de la La respiration respiration. circulaire, c'est Vas-y. ça? C'est ça, exactement. C'est la respiration circulaire. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'apprenais à ne plus, céder à mes pulsions de manger du chocolat, à tout bout de champ. C'est-à-dire qu'en fait, la respiration circulaire, c'est respirer, prendre 5 grandes respirations, les unes après les autres, mais la particularité, c'est qu'en fait, on va compter et donc on va inspirer sur 4 temps, retenir sa ses respirations sur 2 temps, expirer sur 6 temps et on va faire ça, en fait, 5 fois de suite et déjà, rien que le fait de nourrir son corps avec de l'oxygène, de l'air frais, ça va nous faire du bien, ça va nous apaiser. C'est un peu mécanique, mais aussi le fait de compter, ça va nous détourner. C'est-à-dire que quand on se disait que: «Non, non, non, vraiment, ce carré de chocolat, qu'est-ce qui va être Il me bon?» le et ben, faut. il me le faut absolument tout de suite, ça va résoudre tous mes problèmes. Ben voilà, du coup, on change totalement de discours et puis c'est un discours, finalement assez facile de compter jusqu'à 4, 2, 6 parce que ça, c'est quelque chose que l'on fait, spontanément depuis très longtemps. Et donc, en fait, on va remplacer le discours dans notre tête par un autre discours qui va lui aussi nous apaiser. Donc ça peut être pas mal du tout et ça veut dire aussi que on accueille cette émotion, cette envie de faire autre chose. Ça veut dire Mmh. qu'on n'y résiste pas en se disant: «Non, non, non, je devrais pas ressentir ça, je devrais pas vouloir faire autre chose». Non, non, c'est: «Oui, là, tout de suite, j'ai envie de regarder mes mails, j'ai envie de croquer un bout de chocolat, j'ai envie de fumer une cigarette, j'ai envie de me ronger les ongles», peu importe, c'est normal.
et je vais, accepter cette émotion, je vais, voilà, l'accueillir, je vais prendre une grande respiration et puis ensuite, me remettre, à ce que j'avais décidé de faire, me remettre au travail. Oui, puis j'aime bien ce que tu partages là, c'est-à-dire de dire que souvent, ce qui se passe quand on identifie ce type de comportement, c'est qu'après, Mmh on mh. est très, très en résistance et en jugement de Mmh. soi à chaque fois qu'on se surprend à avoir ce type de comportement. Et je pense que c'est une Ouais. attitude qui est contre-productive parce que on peut pas être dans le jugement et dans l'évolution. Mmh. C'est difficile d'être dans les deux en même temps. Et c'est plutôt que d'être en résistance et en jugement par rapport à ses envies d'évitement, de buffering, etc. C'est plutôt regarder ces comportements-là comme en fait, c'est notre cerveau qui veut nous protéger. C'est pas du terrorisme envers soi-même, c'est Mmh de mh. l'amour envers soi-même en fait. C'est, mon cerveau qui veut me protéger de ce qu'il perçoit comme dangereux, mais encore une fois, j'ai le choix de lui laisser le volant ou pas. À ce passager qui a peur, est-ce que je lui laisse le volant et est-ce que je lui laisse faire les détours qu'il a envie de faire? Ou est-ce que je mets au volant celui qui est prêt à prendre l'autoroute? C'est voilà, c'est toujours cette image-là, en sachant que le passager, il sera toujours là en fait. C'est ça, parce qu'on a toujours une partie de notre cerveau qui voudra nous apporter du réconfort avec des moyens qui lui semblent, faciles d'accès et C'est cetera. ça. Ouais, ouais, et non, ce j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au jugement, moi j'aime bien appeler ça le dictateur, en fait, celui qui dit: «Non, non, 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 non». Et à l'inverse, il vaut mieux se dire: «Bah oui, oui, bien sûr que j'ai envie de faire ça parce que je l'ai fait depuis des années et que voilà, mon cerveau a bien enregistré que ça me faisait plaisir, donc c'est totalement logique». Et c'est vraiment troquer la toge, du juge, qui est cassant et qui catégorise très sévèrement et cetera, pour au contraire la blouse du scientifique qui, au contraire, va analyser, et ça, c'est peut-être après coup justement, va analyser, va être curieux, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et ça, c'est voilà l'étape après, en fait, une fois qu'on a fini de travailler, on peut peut-être analyser, voir, mais pourquoi est-ce qu'à tel moment, on a eu envie de faire, bah, notre activité de prédilection, pour éviter? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est un bon enchaînement, c'est-à-dire une fois que j'ai fini ma journée ou ma semaine de travail, je peux passer en mode analyse et curiosité. Et encore une fois, je peux pas être à la fois curieuse et à la fois dans le jugement. Donc, je C'est ça. préfère aller vers la curiosité et me dire, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est bien passé? Combien de fois cette semaine j'ai réussi à résister à toutes ces envies irrépressibles? Qu'est-ce que j'ai réussi à créer? Quelles sont les tâches que j'avais planifiées que j'ai réussi effectivement à faire? La première étape de l'analyse, je préfère toujours regarder le positif. Ce qui est pas forcément la plus facile parce que notre cerveau, il a tendance à aller plutôt regarder du côté du négatif, donc il faut se forcer un Oui, petit peu à rester dans cette première étape de dire: «Bah, qu'est-ce qui s'est bien passé?» Bah, c'est pas naturel, notre cerveau, il va pas avoir très envie de du tout. rester dans cette étape-là, mais pourtant elle est utile pour la suite Ah parce totalement. qu'elle va nous donner, bah, en fait, voilà, sur quoi je peux m'appuyer pour continuer à avancer, continuer à développer mes compétences, en fait. Première étape, qu'est-ce qui s'est bien passé? Deuxième étape, qu'est-ce qui s'est mal passé? Donc comme tu disais, quelles sont toutes les fois où je me suis surprise à être dans des comportements d'évitement alors que c'est pas ce que j'avais prévu. Combien de fois je me suis surprise à scroller et à finalement, au bout d'une heure, à être encore sur Instagram alors que j'avais prévu de faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Quels sont les moments où voilà, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire? Et la troisième étape de cette analyse, de se dire, bah, qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois? Oui, oui, parce que c'est riche d'enseignements, en fait. C'est ça qui est parfois pas évident à mettre en place au début parce qu'on a tendance, comme tu le disais, à se juger automatiquement. Or, il y a peut-être des leçons à tirer de ce qui s'est passé pour justement ne pas reproduire exactement les mêmes choses. Et moi, ce que j'aime bien me dire, c'est donc effectivement qu'est-ce qui coinçait, qu'est-ce qui m'embêtait dans ce que j'avais prévu de faire pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, quelle était l'émotion que j'essayais d'éviter. Et puis également, on peut aller sur l'autre plan, c'est-à-dire que cette activité, alors ça peut être croquer du chocolat par exemple, c'est, bah, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît dans Ouais, c'est ça. ce croquage de chocolat? Et ça peut être, bah, j'aime beaucoup, le goût par exemple, tout simplement. Et à ce moment-là, si on est sûr de bien aimer cette activité, on l'a dit tout à l'heure, il y a aucun problème à réaliser cette activité, que ce soit manger du chocolat ou faire du shopping. Mais on peut l'utiliser peut-être en récompense, c'est-à-dire une fois qu'on a fait l'action, et ça, si on l'a décidé à l'avance, si on l'a marqué sur son agenda, une fois que j'aurai réalisé ce résultat-là, qui est par exemple, voilà, d'avoir programmé mes futurs posts et cetera, eh bien, je m'octroierai cette récompense. Mais là, c'est totalement différent parce que c'est quelque chose de planifié, de décidé, voilà, C'est ça. à l'avance, et ça change tout. Et ça change tout parce qu'en fait, au lieu d'entraîner notre cerveau à aller vers la gratification immédiate. Donc ça peut être, bah, effectivement, aller manger le chocolat là tout de suite maintenant parce que j'en ai envie là tout de suite maintenant, parce que ça va m'apporter ma petite dose de dopamine là maintenant. C'est Mmh. plutôt d'entraîner notre cerveau à aller rechercher la gratification Oui. différée. C'est-à-dire à la fin de la journée, quand j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, bah, j'irai manger mes 2 petits carrés de Mmh. chocolat et je vais m'éclater quoi, ça va être trop bien. Mais quand j'aurai fait ce que j'avais prévu de faire.
C'est la gratification immédiate ou gratification différée, faut les imaginer comme des muscles et c'est quel est le Oui. muscle que j'ai envie de muscler, d'entretenir et de faire performer, en fait. Ah oui, oui. Et puis j'aime beaucoup, voilà, cette idée de gratification différée parce que, oui, on va pouvoir profiter, par exemple, de son carré de chocolat, non seulement, voilà, avec les sensations, c'est-à-dire le goût, la texture, le bruit quand ça croque, et cetera, mais aussi on va pouvoir nourrir des émotions à travers cette activité qui sont peut-être, de la reconnaissance envers soi-même pour avoir réalisé les tâches, que peut-être, on avait un petit peu de mal à faire. Et on va pouvoir avoir de la fierté et ce petit moment comme ça privilégié, ça peut être justement, un bel aboutissement de, enfin un beau point final de cette activité qui nous rebutait probablement. Et ça peut être aussi intéressant de travailler ça à l'avance. C'est ce que j'appelle le après-avance, c'est-à-dire que une fois qu'on a découvert qu'on pouvait effectivement, vivre cette expérience autrement, eh bien, on peut l'anticiper et puisque le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement, eh bien, on peut dire, on peut anticiper et faire comme les acteurs, répéter d'avance, voilà, la prochaine fois que je devrais écrire un mail à un client potentiel, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire. Alors on a vu, ouais, il y a plein d'idées, le gribouiller sur une bloc-notes, prendre des grandes respirations, faire mon activité, et puis au point final, voilà, me récompenser vraiment en faisant le bilan, en m'offrant un petit quelque chose si j'ai envie. Mais voilà, le vivre à l'avance, le répéter dans sa tête, pas seulement une fois, mais autant de fois que possible pour vraiment, voilà, créer un chemin neuronal dans notre tête que ça devienne facile. C'est le pouvoir de l'anticipation, en fait. Totalement. Moi, je sais qu'il y a une émotion qui m'aide beaucoup et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que souvent en coaching, on a tendance à travailler sur les émotions inconfortables, celles qu'on veut éviter, et cetera. Mais je Mmh. pense que c'est aussi très utile et très important de travailler sur les émotions agréables. Celle sur laquelle j'ai beaucoup travaillé personnellement, c'est la fierté. C'est-à-dire, ça fait quoi pour moi de ressentir de la fierté? Et à la fin de ma journée, quand j'ai coché toutes les cases de ma to-do list, je ressens beaucoup de fierté et le matin, le fait de savoir que Mmh, je vais mmh mh. ressentir de la fierté le soir, qui me motive à ne pas faire de buffering. J'en fais toujours un petit peu, mais n'empêche que d'arriver à travailler cette gratification Mmh. différée en me projetant sur les émotions que je vais ressentir à la fin de ma journée, quand j'aurai fait ce que j'avais prévu de faire, ça m'aide énormément à passer à l'action et à aller au-delà de l'inconfort que je Mmh. ressens au moment de m'y mettre. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, voilà, je fais toujours un peu de buffering. Moi aussi, on reste humaine, hein, on a beau savoir, connaître des trucs, on reste humaine et donc évidemment, on reste faillible si tant est qu'on peut le décrire comme ça. Et j'aime beaucoup ce que tu disais parce que quand tu me disais, voilà, l'émotion que j'aime bien, c'est la fierté, je pensais exactement la même chose. Beaucoup de mes clientes et moi-même, effectivement, c'est cette notion cette sensation, ce sentiment de fierté, d'accomplissement, qui est extrêmement agréable. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut le vivre à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'avoir coché la case pour l'anticiper, le vivre dans sa tête, en se disant: «Bah, C'est voilà, ça. quand j'aurai fini ça, qu'est-ce que je vais être content de moi, je serai fière de moi, je vais me dire: "J'ai réussi, j'ai fait ce qui m'était difficile"» et vraiment nourrir ce sentiment et à tout instant. Une émotion qui est aussi, très puissante, c'est la gratitude. C'est-à-dire de me projeter, de me dire: «Bah, la Camille de ce soir, elle ressentira beaucoup de gratitude envers la Camille de ce matin qui est passée à l'action, qui a fait ce qu'elle avait prévu de faire, qui a envoyé le mail qu'elle avait pas envie d'envoyer». Oui et puis on peut même amplifier la gratitude parce qu'il y a la Camille de ce soir, mais il y a aussi la Camille de demain, il y a la Camille dans une semaine, dans un an. C'est ça, la Camille dans un C'est an, bah, ça. elle sera pleine de gratitude, par rapport à la Camille d'aujourd'hui qui enregistre un épisode de podcast toutes les semaines et pourtant c'est très inconfortable Ouais. au moment de le faire, quand j'ai planifié de le faire. Bon là, c'était un rendez-vous, donc il y avait pas le choix, mais mais quand j'enregistre un épisode toute seule, bah, au moment de m'y mettre, j'ai pas envie, en fait. Mmh mh. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller, sur Instagram, d'aller finir ma série sur Netflix. Mais voilà, je me projette sur la fierté et la gratification de quand ce sera fait, ce sera beaucoup plus agréable que si je reste avec ce truc, en cours et pas terminé. Et vraiment la gratitude, la fierté, ça se travaille, ce sont des émotions et on sait que les émotions, elles viennent pas de la case qu'on coche, mais elles viennent vraiment du discours intérieur qu'on a quand on aura, coché la case, si tant est que voilà, c'est le système qu'on veut utiliser. Mais et moi, je vous inviterais vraiment à travailler, sur, qu'est-ce qu'on se dit qui fait qu'on se sent fier? Quels sont les mots, les phrases qu'on se dit? Moi, je pense typiquement, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'était Valérie Lemercier, dans une publicité qui disait: «C'est moi qui l'ai fait». Alors C'est c'était ça. un dessert et c'est exactement ça. Alors, pour le coup, c'est vraiment nous qui faisons, mais quelle fierté en même temps et j'aime beaucoup cette émotion, voilà, qui est effectivement
ouvre des portes et ça fait vraiment effet boule de neige. C'est-à-dire que ressentir la fierté à un moment donné, ça nous incite à refaire la même chose de plus en plus facilement. En fait, on crée une autoroute dans nos têtes, mais une autoroute positive, plutôt que d'avoir un comportement automatique qui finalement nous nuit. Là, voilà, la fierté, ça entérine un comportement qui, au contraire, va nous être bénéfique. Travailler ces émotions de fierté et de gratitude et d'être capable de les ressentir sur demande, c'est ultra puissant. De Absolument. dire, bon, bah là, dans le moment, j'ai de l'inconfort, mais je suis capable de me projeter dans l'anticipation de quand j'aurai fini, je ressentirai de la fierté. Et en fait, je peux même la ressentir dans l'instant. Je peux même enregistrer Mmh. mon podcast avec déjà cette émotion de fierté du travail Oui, accompli. oui, puis j'imagine que quand on enregistre son podcast en ressentant de la fierté, bah, les mots, la façon dont on s'exprime, C'est ça. c'est pas du tout la même chose que quand on traîne les pieds en se disant: «Oh là là». Oui, c'est ça. Et ça a clairement un impact sur la qualité de C'est ce qu'on ça. produit. Donc, que ce soit un podcast, un mail ou Mmh, quel mmh que ce mh. soit, voilà, le résultat qu'on a envie de produire, une présentation, une formation ou quoi que ce soit. Effectivement, quand on produit avec des émotions de fierté et de gratitude, c'est pas du tout C'est la ça. même chose que quand on produit en ayant juste envie d'aller faire autre chose, quoi. C'est ça, absolument. Et une petite phrase que moi j'aime bien tout le temps me dire, c'est pour tout et pour rien, c'est: «Ça va être bien, ça va être bien» et après mon cerveau qui fait un peu son search engine et moteur de recherche, ça va être: «OK, qu'est-ce qui va être bien?» et bah, te retrouver aujourd'hui, ça va être bien fatalement parce que j'aime beaucoup ton énergie et ton sourire et tout ce que tu fais et ça va être bien parce que ça va probablement aider des gens. Donc oui, il y a plein de raisons pour lesquelles, ça va être bien. Et puis après, effectivement, c'est vraiment tout le processus. Là, on est dans la partie création. Au moment où on enregistre, toi et moi, on est encore dans cette partie création. Et après, il y Mmh. aura effectivement le fait de poster le podcast, d'en faire la promotion, etc. Et il faut pas s'arrêter à Ouais, l'enregistrement. Il faut aller au-delà, bah, toutes les étapes absolument. d'après qui ont un lot émotionnel qui peut être un peu plus lourd parce que on peut avoir des commentaires négatifs, voilà, il peut se passer tout un tas de choses quand on expose notre création au monde. Et c'est là aussi, il faut faire le travail de confiance en soi, voilà, de s'accompagner dans son processus de création et dans son processus d'exposer nos créations aux autres, en fait. Et ça peut être exactement le même processus que ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je planifie, oui, je planifie que, bah, oui, j'ai fait mon podcast, donc maintenant je le mets en ligne et puis oui, je prévois aussi qu'il va y avoir peut-être des commentaires, que ces commentaires peuvent être plaisants pour moi ou pas et du coup, je peux aussi décider à l'avance de qu'est-ce que je vais me dire? Si jamais quelqu'un me dit ça, moi, qu'est-ce que je vais choisir de me dire? Est-ce que je vais choisir de croire un commentaire négatif ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire: «Oui, bon, bah, peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils ont pas bien compris, peut-être que la prochaine fois j'expliquerai mieux» ou Ou peut-être tout simplement de se dire, bah, il a le droit de pas être d'accord avec moi. absolument, Si je moi, elle m'aide beaucoup celle-ci, bah, il a le droit de pas aimer mon travail, c'est ouais, pas grave. Il a le droit de pas aimer les pêches, bah, moi je suis une pêche, bah, il m'aime pas, c'est pas c'est grave. ça. Il faut de tout pour faire un monde et et tous les fruits sont les bienvenus. C'est ça. Et puis, je pense que c'est important aussi de parler de ça, de se dire que, bah, la création, elle peut être effectivement sur le calendrier et sujette, au buffering, mais il y a toutes les étapes d'après quand on a envie d'atteindre Mmh. un objectif. Et j'en parle en retour d'expérience parce que, par exemple, moi, par rapport au podcast, j'ai mis pratiquement 3 mois entre le moment où j'ai enregistré mes premiers épisodes et le moment où je les ai effectivement diffusés. J'avais en fait, cette espèce de peur que le Mmh mh. ciel me tombe sur la tête au moment où j'allais, poster mes épisodes, de podcast. Alors qu'en fait, pas du tout. Ils ont été très bien accueillis et ça s'est très bien passé. Mais voilà, je C'est vais me ça. raconter toute une histoire en mode: «Ah, ça va être terrible». Et je pense que, quand on est dans ces moments-là où notre cerveau nous emmène sur le scénario du pire, bah, de laisser un petit peu de temps d'antenne au scénario du meilleur. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi utile pour justement toutes les émotions de peur, voilà, toutes celles qu'on essaye d'éviter. C'est-à-dire que oui, dans ma tête, je peux imaginer le scénario du pire et prévoir des stratégies au cas où j'ai des commentaires négatifs, Mmh au mh. cas où il se passe tout un tas de choses négatives, je peux prévoir des stratégies, mais je peux aussi laisser du temps d'antenne dans mon cerveau au scénario du meilleur. Oui, puis ça rejoint totalement un concept qu'on a dans notre école de Life Coach School qui s'appelle le 50-50. C'est-à-dire, il y a les 2 côtés de la pièce. Une C'est pièce, elle ça. est jamais seulement pile ou seulement face. C'est les 2 et donc oui, il peut y avoir, le pire, c'est vrai, ça arrive. Il peut y avoir aussi le meilleur et puis la plupart du temps, en fait, c'est un peu des On 2. est quelque part entre C'est les 2. ça, exactement. Et donc c'est ne pas s'attendre à l'idéal, mais ne pas s'attendre non plus au scénario catastrophe et juste, C'est voilà, ça. s'attendre finalement à ce que la vie suive son cours et qu'il y ait du bon et il y ait du un peu moins bon et surtout je pense que c'est avoir confiance en soi, savoir que, bah, justement on est équipé, on a les outils pour rebondir, pour s'accompagner si jamais on n'est pas bien à un moment donné. C'est-à-dire que oui, si quelqu'un fait un commentaire et qu'on le perçoit mal et qu'on est moi je sais que quand j'avais un podcast et que j'avais eu un commentaire à un moment donné, j'étais totalement traumatisée et du coup, je sursautais à chaque bruit, à chaque pas, à chaque mot qu'on pouvait me faire
Et ça ne m'aidait pas. Maintenant, je sais, mais avec un peu de recul, je sais que oui, ça peut arriver et je peux aussi rebondir, je peux aussi décider de ce que je vais faire si c'est le cas. Oui, c'est ça, prévoir des stratégies en amont, en fait. Comme on va anticiper l'inconfort, du passage à l'action, on peut aussi anticiper tout ce qui pourrait mal se passer et se dire: «Bah, en fait, je peux réfléchir à une stratégie». Moi, je sais personnellement, par exemple, pour le cas des commentaires, tout ce qui est les commentaires insultants, haineux, qui ont vraiment aucun intérêt, je les supprime et j'y accorde pas plus d'attention que Mhm. ça. Par contre, des gens qui seraient juste pas d'accord avec moi, mais qui exprimeraient leur désaccord avec, et courtoisie, bienveillance et politesse, bah là, OK, on peut discuter, on peut échanger des points de vue et c'est toujours enrichissant de Mhm. discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, à condition que ce soit respectueux et poli. En tout cas, c'est ma façon de le gérer, c'est la décision que j'ai prise par rapport, à la critique, négative ou positive. Si une critique qui est formulée poliment, ben, je l'accepte et on peut discuter. Si c'est insultant, haineux, et cetera, je ne m'en préoccupe pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir sur ce que les gens vont faire de ce qu'on nous on met, on donne au C'est ça. monde, mais par contre, on a tout pouvoir de choisir la façon dont on va réagir, et ça peut très bien être sous forme d'une espèce de protocole. C'est Si ça, exactement. alors moi, s'il se passe cela, alors moi, voilà ce que je vais faire. Et rien n'empêche que ça évolue évidemment en fonction des circonstances, en fonction de notre propre évolution, mais ça peut économiser pas mal de temps de cerveau, d'énergie, en ayant mis ça au clair et on sait exactement quoi faire à l'avance. Les commentaires, haineux, je considère que c'est un sport auquel je ne participe pas. Je ne Hmm. joue pas, je ne regarde pas, je n'arbitre pas, ça ne m'intéresse pas. C'est hors de mon champ de de pensée. Je n'alimente pas mon cerveau avec ce genre de choses. C'est ça, c'est très clair. OK, donc si on résume ce qu'on a dit sur les solutions par rapport au buffering, parce qu'on a un peu digressé, mais c'était une conversation très intéressante. Donc si on résume, en fait, ce qu'on peut faire, c'est avant, travailler en amont sur la planification. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux créer? Planifier, donc soit à la journée, soit à la semaine, planifier ce que je veux faire tel jour à telle heure, Mhm. quel résultat je veux avoir créé. Et tout ce qui n'est pas planifié, on peut le considérer comme une envie irrésistible, irrépressible. Au moment de s'y mettre et pendant l'action, en gros, on peut travailler à anticiper l'inconfort et donc se prévoir des astuces au moment où on aura ces envies de faire autre chose. Ça peut être de la respiration, ça peut Mm. être de faire des petits dessins, voilà, d'utiliser une boîte dans laquelle on va mettre toutes nos envies, de les écrire sur un petit papier, les mettre dans une boîte. Ça peut être aussi de se mettre un chronomètre. Moi, je sais que j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Forest, qui est vraiment très bien pour ça. Parce qu'en fait, on se prévoit un temps, par exemple, de Mhm. 15-20, on peut paramétrer le temps. Et pendant le temps où on reste sur l'application, où on ne fait pas autre chose avec son téléphone, ça fait pousser un arbre. Et donc, à la fin de la journée, à chaque temps de concentration, on a fait pousser un arbre. Donc, à la fin de la journée, on a une forêt. Et donc, c'est très gratifiant. Justement, on parlait de gratification différée. C'est très plaisant à la fin de la journée de voir une jolie forêt luxuriante avec plein d'arbres. Et des écureuils et des petits oiseaux. Et voilà, il n'y a pas d'écureuils et de Oh, petits oiseaux, mais il y a des jolis arbres, c'est déjà pas d'accord. mal. Et une autre astuce, c'est de s'accrocher à son pourquoi. De penser à pourquoi, en fait, j'ai prévu de faire ce que j'ai prévu, pourquoi c'est important pour moi d'enregistrer un podcast, pourquoi c'est important pour moi d'écrire ce mail, d'appeler cette personne, voilà, de tout ce que j'ai prévu dans mon calendrier, pourquoi c'est Mm. important, pourquoi j'ai choisi de mettre ça dans mon calendrier. Et après vient la troisième phase, c'est le après. Là, on peut être dans l'analyse, la curiosité, de se dire: «Bah, de quoi j'ai eu peur? Qu'est-ce que j'ai essayé d'éviter? Qu'est-ce qui m'a attiré dans cette activité de buffering?» Donc analyser, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Mhm. cette semaine ou cette journée? Et qu'est-ce que je ferais mieux la prochaine fois, la semaine prochaine, demain, pour continuer à muscler ma compétence à faire ce que j'ai prévu de faire? Oui, et puis j'ai bien aimé, voilà, que tu parles de l'avenir, et on peut très bien imaginer, passer du temps à imaginer celle qu'on sera plus tard. Alors, on l'a vu, on a parlé de fierté, de gratitude, et cetera, mais aussi, à force de ne pas réagir aux envies de faire autre chose, on va en même temps diminuer ses envies, et on peut très bien imaginer celle Mmh. qu'on va être à force de répéter ce comportement encore et encore, celle qui aura beaucoup moins envie d'aller sur les réseaux sociaux, entre 3 heures et 4 heures. Ça, c'est aussi de l'ordre du réel, hein. Moins on réagit à nos envies, moins on entretient ces systèmes, on accède à autre chose, et ça, c'est très important. Quand tu parlais, voilà, de l'importance de planifier, ça m'a fait penser à une question qui permet de clarifier les choses tout de suite et que j'aime beaucoup, c'est, par exemple, pour les entrepreneurs, est-ce que de faire ça, ça va m'aider à créer un client? Et là, ça peut très bien, au moment même, le carré de chocolat au lieu d'écrire un email, est-ce que ça va me permettre de créer un client? Écrire l'email, est-ce que ça va me permettre de créer un client? Bon, ça permet vraiment de savoir très vite vers quoi rediriger son C'est ascension. ça. Est-ce que refaire mon logo, ça va permettre de créer un client là tout de suite? Exactement. Pas sûr. Pas sûr du Pourquoi tout. pas, mais Peut pas sûr.
C'est ça, peut-être à long terme si c'est planifié, etc. Mais dans l'immédiat, si c'était pas l'objet, bon, effectivement, non, on peut se dire que non. Nadège, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on peut travailler avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Lesquels? D'accord. Eh ben, écoute, moi, je travaille essentiellement avec les profs qui sont débordés et qui ne veulent plus gérer leurs émotions et en particulier leur stress en abîmant leur santé. Donc, par exemple, en se réfugiant dans la nourriture, parce que en fait, c'est mon histoire. Moi, je gérais toutes mes émotions négatives à coups de chocolat, de barres pâtissières, de brownies, etc. Et c'est pour ça que j'ai à cœur vraiment d'aider les gens comme moi qui auraient envie d'arrêter de grignoter, voire de manger beaucoup, beaucoup trop, et puis à vivre mieux, tout simplement, à vivre mieux leur vie. Pour répondre à ta deuxième question, en fait, on peut me trouver sur les réseaux sociaux où je m'exprime essentiellement en anglais. On peut me trouver sur Instagram, Lighter Teacher. On peut me trouver aussi sur LinkedIn. Alors cette fois-ci, c'est mon nom, Nadège Cezana. J'envoie chaque semaine une petite lettre avec des astuces à mes abonnés. Et pour en fait s'abonner justement à cette lettre où on apprend vraiment à ne plus manger trop sous le coup du stress, eh bien, il suffit de cliquer sur la ressource gratuite que j'ai faite, demander la ressource gratuite que j'ai faite. C'est très très bien parce qu'on parlait de planifier, etc. Elle n'est pas encore créée en français, mais quand quand l'épisode sera sur Internet, elle le sera. Et donc, ça s'intitulera tout simplement 5 étapes simples pour moins manger du chocolat dès maintenant. Ça donne envie. Mais écoute, ça va m'être utile. Je m'inscrirai parce que je t'avoue que là, ces derniers temps, j'ai connu un petit pic de stress et j'ai mangé beaucoup trop de chocolat. D'accord. Et donc, Ça n'est pas une fatalité. et tu vois, je suis dans l'étape d'analyse, de me dire, OK, Eh oui. qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est un truc aussi. Je me suis pas rendu compte de mon buffering au moment où je le faisais. C'est maintenant, après coup, que je me dis, mais en fait, j'ai pris 2 kilos, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai Eh mangé ben trop de voilà. chocolat, Mais quoi. ça peut être intéressant justement de voir ce qu'on fait en buffering comme un signal. C'est ni bon ni pas bon. Ça sert à rien de se faire du mal parce que ça ne va juste que rajouter une couche de stress, hein, se juger, se critiquer comme on disait tout à l'heure, mais juste se dire ah tiens, une indication, je remarque ça. Que s'est-il passé, comme tu disais, oui, et d'être tout simplement curieuse. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout conscience de ce comportement Mhm. dans le moment. C'est en constatant que j'avais pris 2 kilos, je me suis dit mince, qu'est-ce qui Mhm. s'est passé? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit oui, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai mangé quand même beaucoup plus Ouais, de ouais. chocolat que d'habitude. Pourquoi? Ah bah oui, en fait, c'est vrai que je suis un peu stressée par ça. Mhm. Par justement un des gros sujets dont on parle beaucoup toutes les deux en ce moment, c'est le lancement de Mhm. mon futur accompagnement, la mise en place de ce lancement, et cetera. Plein de questionnements et donc un petit peu de Mhm. stress, donc des comportements de buffering, de manger plus de chocolat que d'habitude. Et c'est très intéressant la façon dont tu le racontais parce que je ne sais pas si tes auditeurs ont entendu parler du modèle. Oui, j'en ai parlé dans quelques épisodes. Mais oui, si, bon, d'accord, d'accord. Alors, parce que ce que tu as dit, la façon dont tu l'as présenté, c'était typiquement un modèle, c'est-à-dire tu es parti du résultat, 2 kilos en plus, et tu es remonté sur le comportement qui a généré ces 2 kilos de plus, c'est-à-dire manger du chocolat. Et puis, ces actions, elles ont été générées par une émotion, tu l'as dit, le stress, et le stress provenait d'une pensée, au sujet de quoi? Eh bien, du C'est lancement ça. de de ton nouveau programme, pour laquelle, voilà, tes auditeurs ont bien de la chance. Merci beaucoup. Et donc ce nouveau programme, écoute, puisqu'on en parle, je fais un Oui, petit disclaimer. vas-y, vas-y. Ce nouveau programme, enfin, c'est pas un nouveau programme puisqu'en fait, il existe déjà. Alors, je termine le bêta test au moment où on enregistre cet épisode de podcast. C'est un programme d'accompagnement, c'est du coaching mindset et business, donc pour les entrepreneurs qui ont envie de se construire un Mhm, business à leur image, un business dans lequel elles se sentent bien, sans s'épuiser. Et donc pour tout ça, je les accompagne à la fois créer déjà première étape, c'est de se mhm, créer la vision du business qu'on a envie d'avoir parce que c'est souvent l'étape qui manque. En fait, on ne sait pas vraiment ce vers quoi on a envie d'aller. Donc, première étape, créer cette vision. Et ensuite, mhm. on déblaye en fait toutes les couches de croyances et de blocages qu'on peut avoir par rapport à la création de cette vision. Donc, que ce soit comment on crée de la valeur, comment on fait des offres, quelles sont les émotions qu'on a dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on parle pas mal de buffering dans ce programme-là. Donc, les émotions, comment on va planifier notre temps, Mmh. comment on va travailler sa relation à l'argent, toutes ces questions-là pour avoir le mindset qui va nous permettre de passer à l'action et d'atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre pour notre entreprise. Et donc Nadège, elle a été dans les coulisses de ce projet depuis le début. Oui, oui, j'ai eu la chance de voir évoluer le projet et je trouve ça fascinant de voir que, bah voilà, Camille, elle fait ce qu'elle dit.
C'est-à-dire qu'elle met en place tout un tas d'actions et c'est magique de voir les actions ensuite réalisées, de voir que oui, effectivement, elle a lancé la VIP Lounge et que oui, effectivement, elle a lancé le bêta-test, tout ça dans le désordre, pour moi, du moins. Mais effectivement, que tout ça, ça devient concret et je trouve ça vraiment très, très inspirant. Merci beaucoup. Donc, le VIP Lounge dont parle Nadège, c'est en fait un espace que j'ai créé, une forme de liste d'attente animée pour le VIP Lounge, sur lequel je vais partager un maximum de contenu, à la fois pour vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer dans le Power Business Club, donc mon programme d'accompagnement de groupe, pour vous donner un avant-goût et aussi vous aider à débloquer peut-être certaines choses, à venir poser vos questions si vous en avez et à commencer à tester, à implémenter et à passer à l'action. Voilà. Et si vous avez envie de continuer l'aventure dans le Power Business Club, vous serez les bienvenus. Et si vous n'avez pas envie, vous aurez déjà plein de choses pour commencer à avancer grâce à cet espace-là. Donc, pour vous inscrire, je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast. Et pour retrouver Nadège aussi, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Nadège, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose par rapport à tout ce qu'on a partagé? Finalement, on avait dit 1 demi-heure. Je crois que l'épisode va durer un petit peu plus que ça. Écoute, je trouve que le mot de la fin, c'est vraiment très important, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire ce passage à l'action. On a parlé de buffering, et alors c'est bien beau effectivement d'avoir écouté ce podcast, mais moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle va être votre prochaine étape, votre prochaine meilleure étape pour justement arrêter ces comportements d'évitement, etc. Est-ce que ça va être effectivement choisir une des petites astuces qu'on a partagées avec vous? Ça peut être ne serait-ce que noter à un moment donné, une petite phrase de réflexion. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de regarder les réseaux sociaux? Quelle est la chose concrète que vous allez mettre en place suite à cet épisode pour passer à l'action? Et ça peut être bien sûr de contacter Camille ou de me contacter moi, ce sera avec grand plaisir. On se tient à votre disposition. C'est ça, pour le chocolat, la nourriture, c'est plutôt Nadège et pour passage à l'action en mode business, c'est plutôt Exactement. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, Nadège, je te remercie pour ta participation à ce podcast, un épisode riche avec plein de ressources, plein de choses à mettre en place. Effectivement, j'aime beaucoup l'astuce que Nadège vient de partager de qu'est-ce que vous avez envie d'emmener avec vous suite à l'écoute de cet épisode. Puis Nadège, je te remercie pour ta participation. Merci à toi, puis merci à vous et puis à très bientôt, oui. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!